La rançon de la vertu. Écrit et narré par Tom Dervin. Chapitre 3. Le lamentable Guignard. Constance était essoufflée. Elle venait de traverser le quartier à toute allure et arrivait finalement en vue de sa destination. Elle se jeta sur le pont de planches qui la séparait de la maison et une fois devant la porte, se mit à frapper comme une ahurie. « Elias ! Elias ! Elias, je vous en prie, ouvrez !» Moins d'une minute plus tard, l'intéressé ouvrit la porte, le regard encore embrumé par le sommeil. « Constance ?» lâcha-t-il, la voix enrouée. « Qu'est-ce qui se passe enfin ?» La pauvre mère, les yeux écarquillés, l'attrapa par les épaules. « Elias, je vous en prie, j'ai besoin d'aide !» continua-t-elle, toujours aussi paniquée. Le pêcheur, surpris, lui saisit les bras avant de les ramener vers elle. « Constance, calmez-vous. Vous me faites peur. Dites-moi ce qui se passe. » La femme se fixa un instant, déjà terrorisée par ce qu'elle s'apprêtait à dire. « C'est Camille. Elle a disparu. » chuchota-t-elle. Ses yeux, immenses, brillaient dans l'obscurité. Elias y plongea les siens avec intérêt. « Quoi ? Comment ça, disparu ? Où est-elle ? Et où est Victor ?» s'inquiéta le pêcheur. « Il est parti. » Elle semblait soudainement absente, comme si poser des mots sur ce qu'elle traversait l'avait subitement plongée dans un état second. « Parti ? Avec Camille ? Madame, reprenez-vous, je vous en prie. » Elias secoua son interlocutrice. « Où sont-ils allés ?» Une étincelle revint tout à coup dans l'œil de Constance. « Je me suis levé, tout à l'heure, et Camille avait disparu. La fenêtre en bas était ouverte et Camille a disparu. Il y avait à sa place, il y avait une bourse pleine d'or. » Elias se raidit. « Vous savez ce que ça signifie, Elias ?» Constance l'attrapa derrière la tête. « On m'a prise, ma petite. On me l'a prise. Victor est parti à la recherche des ravisseurs il y a à peine 10 minutes. » « Il a fait quoi ?» releva le pêcheur de plus en plus inquiet. « Je vous en supplie, Elias. Vous avez toujours été bon avec nous. Vous connaissez ma Camille. Vous connaissez mon époux. Je vous en prie, aidez-nous. » Constance s'écroula en pleurs, à genoux, la tête blottie contre le ventre du pêcheur. Ce dernier observait la malheureuse. Il posa une main sur sa tête avec affection, avant de regarder au loin, vers la ville. Pendant une poignée de secondes, on n'entendit plus que les sanglots de Constance. Soudain, Elias fit volte-face et entra dans la maison. La femme éplorée se laissa tomber sur les planches, à bout de souffle et désemparée. Elle entendit une porte s'ouvrir, celle au fond de la pièce principale de la maison. Le pêcheur disparut une minute derrière l'embrasure, avant de revenir vêtu d'une lourde veste grise. Il sauta dans ses bottes, sortit, referma la porte, puis mit un genou à terre avant de poser la main sur l'épaule de Constance. « Rentrez chez vous, Constance. Tout de suite. Je vais faire ce que je peux. » commença-t-il maladroitement. Je vais vous aider. La voix d'Elias tremblait. Sans un mot de plus, le pêcheur prit son courage à deux mains, traversa le pont suspendu comme une flèche et s'engouffra dans les quais dansants. Plus loin en ville, Victor reprenait son souffle lui aussi. Une main contre le mur d'une bicoque, l'autre sur son genou. Il était parti sur un coup de tête, habité d'une furie meurtrière. Mais désormais, la peur gagnait du terrain, et une multitude de pensées macabres l'assaillaient. Il ne s'inquiétait pas pour lui, non, mais plutôt de la possibilité d'échouer et de perdre la prunelle de ses yeux. Avec lui, il n'avait emporté que deux choses, la bourse retrouvée sur place, à l'endroit où dormait habituellement sa fille, et une vieille feuille de boucher qu'il avait utilisée un peu plus tôt pour débiter la prise de sa petite. La première était pour marchander, rendre l'argent et récupérer Camille. La deuxième, il l'avait prise au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu. Depuis combien de temps les ravisseurs étaient-ils passés chez lui ? À quelle heure de la nuit Camille leur avait-elle été enlevée ? Le facteur temps était crucial, et Victor le savait. Le débardeur avait emprunté les rues les moins surveillées, des endroits où les chasseurs de gueux ne patrouillaient jamais. Sur sa route, il avait bousculé quelques voyous, cherchant à obtenir des informations, mais en vain. À cette heure, tavernes et auberges étaient fermées, mais il restait toujours quelques badauds dans les rues, des mendiants ou des hommes encore moins recommandables. Victor ne s'arrêterait pas. Il savait qu'à chaque seconde qui passait, sa fille s'éloignait encore un peu plus. Il devait tout tenter. Le débardeur n'avait pas encore repris tous ses moyens qu'il repartit de plus belle, écumer les rues du quartier. « Camille !» hurlait-il sporadiquement. « Camille !» Enfin,
il déboucha sur une petite place tassée entre les bâtiments. La journée, un marché s'y tenait, mais la nuit venue, une bande semblait en avoir fait son repère. Victor s'arrêta à l'angle. Il était en nage, des gouttes de sueur filaient le long de son corps et venaient tacher les planches sous ses pieds. Le père observa le groupe. Il les entendait rire et parler fort, mais à leur timbre, le débardeur comprit rapidement qu'il s'agissait là de jeunes gens, des adolescents pour certains, des enfants pour d'autres. Le débardeur dissimula la feuille de boucher dans son dos, en travers de sa ceinture, et quitta sa cachette pour venir à la rencontre du groupe. « Hé !» les interpella-t-il. L'assemblée s'arrêta en un instant, et tous se retournèrent vers l'arrivant. « Je cherche quelqu'un !» continua Victor tandis qu'il marchait. « Une petite fille !» Il arriva face à eux. Il avait eu raison. La majorité d'entre eux étaient des gamins âgés d'une quinzaine d'années tout au plus, et quelques-uns n'avaient pas plus de 9 ou 10 ans. Habillés de guenilles, la plupart étaient pieds nus, mais d'autres portaient des sacs de toile en guise de chaussures, serrés autour de leurs chevilles par des ficelles de jute. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» lui répondit une voix plus mûre. Victor vit un jeune homme d'une vingtaine d'années, assis sur de vieilles caisses. Il avait les cheveux courts et ébouriffés, et les prémices d'une barbe pointaient de manière inégale sur ses joues et son menton. Contrairement aux autres, il portait des souliers, et aucun haillon ne lui recouvrait les épaules. Il arborait une simple chemise brune. « Je veux pas d'ennui !» commença Victor. « Je cherche ma fille. Elle a disparu. » Il leva une main à moins d'1 mètre du sol. « Elle fait cette taille-là. Elle a les cheveux roux. Vous l'auriez pas vue ? Elle ou des hommes qui passaient par là, qui semblaient transporter quelque chose. »« Tu veux pas d'ennui, hein ?» lui demanda le jeune homme en prenant une lampée de vin dans sa gourde. « Et quel genre de père laisse sa gamine dehors, si tard la nuit ?» Il avait un air mauvais. « Je te préviens, petit. J'ai pas le temps pour jouer au con. » Le voyou eut tout à coup l'air surpris. « Réponds-moi oui ou non. As-tu vu une petite fille dans le coin ?» La tension monta d'un cran. Victor n'était pas homme à se laisser si facilement intimider. « Peut-être ?» ricana le jeune homme. « T'as combien sur toi ?» Le débardeur déglutit. Il sentait les regards de tous les gamins posés sur lui. Ici et là, des lames étincelaient dans le noir. Brusquement, il saisit la feuille de boucher et la brandit face à lui. « Tu veux vraiment jouer à ça, petit connard ?» le menaça Victor. « Wow, wow !» lâcha le meneur comme pour calmer un cheval. « Détends-toi, ça va. Je l'ai vue, ta petite. Enfin, on l'a vue, » expliqua-t-il en prenant l'un des jeunes pour témoin. Plusieurs d'entre eux acquiescèrent. « Où ça ?» questionna Victor, toujours aussi véhément. Soudain, une douleur cuisante lui remonta de la cuisse. On venait de lui porter un coup par derrière. Victor balança la main derrière lui et saisit le bras de son agresseur. Il fit volte-face avant d'abattre le hachoir sur son adversaire. Son geste s'arrêta en plein élan. Sous ses yeux, un gamin à peine plus vieux que sa fille venait de lui planter une pointe de fer dans la jambe. Victor, stupéfait, se demanda une seconde s'il devait frapper. Une seconde qui allait lui coûter cher. « Crevez-moi ce fils de pute !» Un nouvel éclair de souffrance lui stria le dos, puis un second. 2 lames supplémentaires venaient de lui percer les lombaires. Cette fois, Victor hurla de douleur, et son cri se perdit dans ceux des enfants qui se jetaient sur lui. Ils hurlaient comme des bêtes, se jetaient en masse sur le débardeur et portaient leurs coups sans retenue. Victor eut à peine le temps de frapper l'un d'entre eux du manche de son arme qu'il s'effondra sur le sol, cédant sous le poids de ses assaillants. Les gamins l'encerclaient, ils frappaient de concert, vociférant les uns et les autres dans une frénésie sanguinaire. Tandis qu'il voyait son corps percé par des dizaines de coups qui lui trouaient les chairs, Victor fut soudain comme tétanisé. C'était allé si vite, comme la foudre qui frapperait sans prévenir par une nuit sans nuages. C'était la fin. Il le savait, il allait mourir ce soir, bêtement, massacré par une bande de gosses. Il avait déjà entendu des histoires du même genre, mais était persuadé que cela ne lui arriverait jamais. Pas à lui. Sous la pluie de couteaux qui s'abattait, Victor hurlait. Il sentit une lame lui percer la joue, une autre la gorge, et en même temps tant d'autres sillons qui lui creusaient dans le torse, le ventre, les jambes. Sa dernière pensée n'alla pas vers son épouse, ni vers sa fille. Ce ne fut que peur et incompréhension, écrasé par la violence aveugle. « Arrêtez !» hurla le meneur. Quelques coups fusèrent encore, jusqu'à ce que le jeune homme arrête ses sbires en les tirant brutalement en arrière. Les enfants, armes au poing, scrutaient le nouvel arrivant. C'était un bel homme,
grand et aux épaules bien faites. Une chevelure blonde et hirsute encadrait son visage. De ses yeux de chêne, il observait lui aussi la petite bande qui s'était rassemblée autour du plus âgé. L'inconnu dégageait quelque chose. Il était parfaitement immobile, comme une statue patientant dans le noir. Mais pourtant, il irradiait un danger primitif. Sa simple présence sommait tous les autres qu'une menace mortelle était là. Son visage n'en était pas un. C'était un masque. Certes, il y avait tout ce qui faisait le visage d'un être humain. Un nez pointu, des pommettes saillantes, des lèvres roses et une barbe parfaitement entretenue. Mais ses yeux clairs, qui brillaient comme deux opalines, semblaient aussi habités que ceux d'une poupée de bois. Rien n'y bougeait. Tout y était affreusement figé. « Foutez le camp !» ordonna-t-il d'une voix sans âme. « Sauf toi !» précisa l'homme en pointant le meneur du doigt. En voyant l'intéressé désarçonner, puis déglutir, l'étranger sentit un frisson grisant lui courir l'échine. Un silence lourd suivit, jusqu'à ce que le jeune homme vienne à le briser. « 30 pièces au premier qui me crève, ce gars !» cria-t-il, la gorge vibrante. Les enfants se regardèrent, lorsque l'un d'entre eux, un garçon d'une quinzaine d'années, gonfla du torse et se jeta précipitamment sur l'inconnu. Arrivé à lui, il plongea sa dague vers le torse de son adversaire, qui lui attrapa le poignet en un éclair. Dans l'instant qui suivit, un craquement se fit entendre, accompagné du cri de douleur de l'adolescent. L'étranger venait de lui briser l'articulation, et d'une pression sur la blessure, il le fit s'agenouiller face au reste du groupe. Le garçon contenait sa douleur avec difficulté, et tandis que l'arrivant maintenait son poing fermé sur le poignet de sa victime, il se baissa calmement. Avec une douceur malsaine, il attrapa le couteau qui venait de tomber sur le sol. Le groupe ne bougeait pas, et le jeune homme à leur tête contemplait la scène, l'esprit privé de la moindre réflexion. Lorsque l'inconnu s'empara du couteau, son bras partit comme une balle au feu d'un canon. En une fraction de seconde, la pointe entra sous le menton de l'adolescent. La lame fit son office et trancha la langue du malheureux, avant de terminer sa course dans son palais. Les gamins poussèrent de petits cris de concert. La victime, elle, hurla. Mais l'étranger la grippa par les cheveux pour l'empêcher de bouger. « Ne remue pas comme ça », lui conseilla son bourreau. « Tu as un hameçon dans la bouche. Il est accroché. Si tu remues, il y aura des dégâts. » En larmes, le voyou s'arrêta rapidement de remuer lorsqu'il sentit le fil du couteau lui découper les chairs à chaque soubresaut de sa mâchoire. « Ta langue est à peine touchée. Tu peux encore survivre. » L'étranger suivait d'un regard fasciné une larme qui coulait sur la joue de son otage. « Putain, mais vous êtes qui, bordel ?» cria le meneur. « Répète » chuchota l'homme à l'oreille de sa victime, ignorant le jeune homme qui hurlait à quelques mètres. Le malheureux le regardait avec incompréhension, de la terreur plein les yeux. « Répète ce que je leur ai dit. Lorsque ça vient de moi, ils n'ont pas l'air de comprendre. » Le voyou ne voulait plus bouger la mâchoire. On lut une supplication dans ses yeux. L'étranger pencha la tête sur le côté, insistant du regard, et alors, il pencha également le couteau dans la plaie. La viande se découpait d'elle-même sur le fil de l'acier. Le garçon comprit qu'il devait s'exécuter. « Où était le camp ?» articula-t-il de son mieux, sentant la lame qui creusait entre ses incisives. Son corps était parsemé de spasmes de panique, mais sa tête demeurait le plus immobile possible. « Bon garçon », le gratifia l'étranger. Il se retourna vers la bande. « Vous avez entendu votre ami ?» Il tendit la main vers une rue adjacente, la paume plate, comme pour leur céder le passage. Une poignée de secondes passa, et lorsque le premier d'entre eux prit ses jambes à son cou, les autres suivirent comme des moutons de troupeau. Le meneur s'empressa de les suivre, dans l'espoir d'échapper à la menace. Tout à coup, l'inconnu déboucla un bouton de sa veste, et d'un revers, un trait brillant traversa l'espace. La dague de jet perça la cheville du fuyard qui s'écroula sur le sol. L'inconnu empoigna la dernière main valide de son prisonnier et vint lui poser sur le couteau qui lui traversait le menton. L'homme qui gît à terre, il a de l'or sur lui. Prends sa bourse et y trouve un médecin. Il réaffirma la prise du garçon sur la poignée de l'arme. Ne la retire pas sans en avoir trouvé un. Il lui lâcha les cheveux. Tire-toi. Le garçon claudiqua jusqu'à Victor et lui fit difficilement les poches. Le spectacle était misérable,
Le gamin tenait le couteau dans son menton de sa seule main valide et farfouillait comme il le pouvait dans les poches du cadavre, se contorsionnant comme un ver pour épargner son poignet cassé. Pendant ce temps, l'étranger approcha du meneur. Autour, des fenêtres s'étaient discrètement ouvertes pour observer la scène sans être vu. Le jeune homme rampa comme il le put pour s'échapper, en vain. Lorsque l'inconnu arriva à son niveau, il posa sa botte sur la cheville du voyou et appuya. Le pauvre hurla à la mort. Au milieu des cris ineptes, il demanda « Merde, merde, mais vous êtes qui? Vous voulez quoi ?» « Je m'appelle Elias, lamentable guignard, et je veux passer le temps. »